La première rencontre littéraire cet après-midi, c'est autour des Sésames de la Persévérance, une chronique d'un passeport et d'un pont. C'est un récit poétique écrit par Jésus Pout, qui est journaliste juridique camerounais. Il est originaire d'Ekwan Gombe, dans le Nyon-Ekele. C'est un diplômé en droit privé fondamental et titulaire d'un certificat de qualification professionnelle en journalisme. Il a construit son parcours à la croisée d'une analyse juridique de la communication et de l'écriture. Dans 7 ans, il a exercé des responsabilités éditoriales et même communicationnelles, notamment en tant que directeur de publication et chargé du pôle communication. En octobre 2025, un premier voyage en Chine, province de Wuhan, bouleverse son rapport avec le monde. Il est avec nous et nous l'accueillons de suite. Jésus Pout, bon après-midi, bienvenue sur le Point littéraire. Merci de m'accueillir Jean-Jacques et bon après-midi à tous les auditeurs de Royal FM. Peut-être je devrais dire, chers confrères, bienvenue. Dire chers confrères, peut-être ce serait un peu prétentieux, on ne pourrait pas m'asseoir à la même table de journalisme que Jean-Jacques Foucault. Mais je suis vraiment très flatté. Alors, il se trouve que vous êtes un journaliste de formation. Vous avez également flirté avec, on va dire, le droit, globalement. Dites-nous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours sur les deux terrains ou alors progressivement on s'est retiré des deux? Sur quel terrain on évolue un peu plus maintenant? Je suis juriste de formation. Oui. Je suis un diplômé de l'université de Yaoundé 2 à Soie. À Soie. Oui. Vous avez fait plusieurs années à Soie? Oui, plusieurs années à Soie. J'ai été sélectionné en Master 2 en 2017. Vous avez poursuivi ou vous avez décidé d'abord de bloquer le matricule? J'ai mis en veilleuse. La passion pour le journalisme était tellement grande et il a fallu trouver une formation professionnelle pour ne pas juste... pour ne pas être un imposteur dans le milieu. Voilà. Donc il a fallu trouver une formation professionnelle. J'ai donc dû mettre ma formation de juriste en veilleuse. Et aujourd'hui, puisque vous me posez la question sur l'actualité, je suis dans un cabinet de communication qui mêle les deux. Nous avons un magazine qui parle du cabinet, le cabinet lui-même qui fait dans le droit des affaires. Oui. Donc je fais le droit d'un côté, je fais le journalisme de l'autre, parce que là-dedans, c'est moi qui suis le rédacteur en chef du magazine de la maison. On est plus passionné de journalisme alors? Oui, très passionné. Mais depuis que je suis là, depuis que je mêle les deux, je me sens plutôt bien. Lorsque j'ai tenu ce livre, c'est d'abord le nom, Jésus Pout. C'est un nom qui vous a toujours servi, je veux dire, vous a toujours valu une certaine admiration? Beaucoup. Et c'est beaucoup de responsabilités aussi. Parce que lorsque vous appelez Jésus, vous avez, en fait, dans la mémoire collective, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc du coup, même quand je deviens parfois chiant, entre guillemets, c'est surtout ma mère. Elle me rappelle que je suis Jésus. À partir du moment où elle me rappelle que je suis Jésus, à partir de là, je suis obligé de faire les efforts quand même, d'être moins têtu. On imagine que c'est elle qui a peut-être choisi le prénom? Non, pas elle. Mon père était un ancien catéchiste, un ancien séminariste aussi, pour André. Et c'est lui, quand je suis né, il a dit c'est Jésus. Voilà. Mais pour la forme, il a d'abord mis son nom devant Pout. Et maintenant, pour mettre Jésus après. Les Sésames de la Persévérance, le livre a été écrit en 2025. Parlez-nous un peu du contexte de création. À quel moment vous vous dites, allez, ça peut faire une belle histoire, ce voyage en Chine qui ne s'est pas fait sans difficulté? Quand je commence à toucher les premiers mots sur un calepin, vous êtes journaliste, vous promenez toujours avec votre calepin. Nous sommes au terminal de l'aéroport de Beijing. Et je dis, je n'écris pas pour en faire un livre. Déjà, vous prenez des notes? Oui, je prends les notes. Je dis, je vais raconter mon voyage sous la forme épistolaire à ma fille qui n'a que 3 ans. Votre petite portion? Oui, ma petite portion. Je vais lui raconter mon voyage, tout ce que je viens de vivre. Mais là, à l'aéroport de Beijing, je suis plutôt plus émerveillé par ce que je vois. Je suis très content. Mais après, je me dis, non, il ne faut pas que j'oublie quand même l'avant-voyage. Parce qu'il s'est passé tellement de choses. Donc, je vais lui raconter tout ce qui a commencé avant même d'entrer maintenant dans le carnet de route du voyage. Et voilà. Vous avez sorti le grand mot. Est-ce qu'on peut dire que le livre, c'est un carnet de route, mais davantage un récit sur comment est-ce que vous avez fait pour la première fois aller en Chine? Oui.
peut-être que le côté journaliste disons un peu primé, parce que j'ai choisi le récit, parce que le récit, c'est quand même l'art du vrai, l'art de la réalité. J'ai l'habitude de dire que là-dedans, 98% des faits qui sont racontés sont des faits réels et vécus, sont réels. Donc, je me réveille un beau matin, nous sommes en octobre, il est en train de pleuvoir. Je reçois le message d'un ami, ce que j'appelle par l'interrogation du ciel, qui me demande: Monsieur Pout, est-ce que vous avez votre passeport? Je ne vous le demande pas pour que vous veniez avec. Faites la photo, on est en train d'aller acheter les billets d'avion. Je n'ai jamais eu de passeport de ma vie. À l'époque où on m'envoie ce message, j'ai entre mes mains un vieux récépissé qui date de 3 ans, dont je cours toujours derrière la carte nationale d'identité. On espère qu'aujourd'hui ça va. Oui, non, ça va. C'est rien. Et lui, il prend ça comme si le passeport était tellement quelque chose d'ordinaire, parfois passeport, permis de conduire et tout. Il dit, et jusqu'à envoyer le message à l'ambassade, il dit: ok, comme vous croyez que je blague, l'ambassade va vous appeler. Et une femme à l'ambassade, je sens l'accent, il est chinois. C'est vous, monsieur, pour tant. Allez, faites la photo, on va acheter les passeports, vous allez voyager en fin de semaine. Et c'est aussi là, facilement. Aussi facilement. Et c'est là que commence ce que j'appelle Koh-Lanta. Une aventure très compliquée. Où les portes s'ouvrent sans difficulté ici, des personnes qui vous tendent la main sans vous connaître, sans jamais vous voir. Et vous présentez le passeport dans votre livre comme étant un pont. Oh oui. Non, pas sans difficulté, parce que si vous dites sans difficulté, du coup, le mot persévérance n'a plus de sens. Il y a eu de la difficulté. Parce que déjà, le passeport, je crois, c'est 100 ou 110 000 déjà. Il faut trouver de l'argent déjà pour l'avoir. Heureusement que maintenant, le passeport sort 48 heures après. Parfois même 24 heures, si vous avez des connexions dedans. Donc là, déjà, on salue les autorités pour cet effort-là. Mais il fallait d'abord avoir ces 110 000. Et après, maintenant, dans la composition des dossiers, je vais vous raconter une anecdote. Je finis. Donc, dans ma tête, c'est que j'ai fini de composer le dossier. Sauf que quand j'arrive au centre d'établissement des titres identitaires, le policier qui m'accueille dehors, il me dit: monsieur, j'ai le diplôme pour justifier la profession journaliste. Quand il regarde, il me dit: vous n'avez pas de contrat. Vous êtes journaliste, vous travaillez où? Vous n'avez pas de contrat à rentrer. On est autour de 15 heures déjà. Je dois rentrer. Et c'est une urgence. Lui ne va pas comprendre l'urgence. Il fait son travail. Sauf que j'entre, je récupère le contrat et tout. Quand je retourne, il me laisse entrer. Et là-dedans, la femme qui reçoit seulement le contrat, elle me dit: où est votre diplôme? En fait, le contrat même ne sert à rien ici. On justifie votre profession par le diplôme. Oui. Donc il y a tellement de choses. Alors qu'on avait déjà, on vous demandait de rentrer chez vous. Il y a des fois, je rentrais. Ce jour-là, je suis rentré, je n'avais pas encore tout fini. Et on ne venait que m'appeler à l'ambassade. Je me suis dit, je suis resté seul. Je me suis dit, demain, j'envoie un message à l'ambassade pour leur dire: je ne suis pas prêt, je n'ai même pas de passeport. Parce que l'idée, c'est que je n'avais pas dit tout de suite à l'ambassade que je n'avais pas été en train de faire. Parce que si je l'avais dit, il y avait une autre personne qui attendait. Oui. Voilà. Donc je n'ai pas dit, j'ai dit que le passeport avait une petite difficulté. Je vais aller récupérer demain. Chaque jour, c'est demain. Chaque jour, c'est demain. Vous allez perdre l'opportunité. Ça a mis combien de temps à peu près pour avoir le précieux sésame et d'être totalement prêt? Pour avoir le précieux sésame, je vais être clair avec vous, Jean-Jacques, ça a pris une semaine. Une semaine entière. Une semaine entière. Parce que quand vous arrivez à l'établissement de centre identitaire là-bas, je pars même d'abord pour faire le passeport. À l'enrôlement, la femme qui doit m'enrôler me dit que votre vieux récépissé ne peut pas passer. Sachez d'abord, n'allez plus attendre votre l'ancien CNI qui ne sortira jamais. Votre récépissé, jetez-le, trouvez 10 000, faites-vous un nouvel enrôlement d'abord, pas pour le passeport. Faites d'abord la CNI. Mais c'est maintenant, à partir de la CNI, le nouveau récépissé, là, qu'on pourra vous enrôler pour le passeport. Donc, je me trouve non pas maintenant en train de chercher le passeport, mais d'abord la CNI. Vous trouvez le passeport. Et j'arrive au centre identitaire. Quand vous entrez là-bas, vous mettez en rang, on vous donne les numéros. Sauf que quand j'entre, le monsieur qui donne les numéros, distribue le numéro, peut-être aller au petit coin. Moi, j'entre directement, je rencontre une dame qui est devant son bureau, qui reçoit les gens qui sortent. Ils ont déjà fini la procédure. Quand elle me voit, vous avez fait comment pour être là? Madame, qu'est-ce que je fais? Je rentre pour aller prendre le numéro. Non, non, non. Asseyez-vous là, ne rentrez pas. Elle appelle sa collègue, venez prendre mon ami ici et tout. Voilà comment tout a été géré.
jusqu'au passeport, il y a vraiment, on va dire que les étoiles étaient alignées. C'était, comme on dit vraiment à l'africaine, c'était votre voyage à vous. C'était votre moment. Oui, mon moment carrément. Parce que parce que dans les procédures du voyage, les gens aussi essayent d'appeler, parce que les gens avec qui je devais voyager, tout le monde était prêt. Il faut donc aller acheter les billets d'avion en masse pour essayer de discuter un peu le prix. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas et tout, pour discuter les prix et tout. Moi, je n'étais pas encore prêt. J'ai dû faire perdre à l'équipe 1 ou 2 jours pour que j'envoie mon passeport. Alors, sur cette partie-là, on a bien l'impression que vous soulevez quand même une question importante, la solidarité. Oui. La solidarité et même parfois la main tendue des personnes qui ne vous connaissent pas. Oui. Celui qui vous envoie, du moins qui vous sollicite pour la Chine, le préciser dans votre livre, n'est ni votre frère, ni votre cousin. C'est un homme qui a décidé parce qu'il a vu en vous des compétences. Alors aujourd'hui, la solidarité agissante, sans intérêt, vous y croyez alors? Fortement. Dans la lune que j'ai laissée, le poème La lune que j'ai laissée, je dis à petite portion, les montagnes ne sont finalement que des collines. Lorsqu'on a comme ténacité, la persévérance et comme Python, les choses des alpinistes là, comme Python, la main de ceux que vous aimez. L'aide sans intérêt, sans rien attendre en retour, c'est possible. C'est possible. C'est d'ailleurs ce que je raconte dans ce livre et c'est ce qui m'a davantage motivé pour dire à petite portion, les sésames existent, la persévérance est le plus important de ces sésames-là. Et quand quelqu'un t'a fait du bien, quel que soit le degré du bien, ça peut être, bon, on peut classer les biens, on dit qu'un bien majeur, un bien mineur et tout, quel que soit le bien que la personne t'a apporté, n'oublie jamais aucun geste, aucun mot, aucune action n'est de trop pour dire merci, pour être reconnaissant. La reconnaissance, oui. Essentiellement. Alors, petite portion, et d'ailleurs dans le livre, à partir de la préface, Jean-Marc Modzo, déjà peut-être qu'il faut dire dans quel contexte vous vous rencontrez. Le livre l'explique clairement, mais il dit surtout beaucoup de belles choses de vous. Oui. Vous êtes un petit frère qui écoute, vous êtes un petit frère poli. Est-ce qu'aujourd'hui les enfants, les plus jeunes ont encore le même type de relation avec les aînés comme vous l'avez eu avec ce journaliste, il faut dire, éditorialiste à la CIATV? Oui, c'est Yves-Marc Modzo. Oui, Yves-Marc Modzo, oui. Et travaille à DAS. Oh oui, on se retrouve à l'ambassade. Bon, il explique, mais les auditeurs peut-être n'ont pas l'information parce que il fait partie de la délégation camerounaise qui voyage en Chine parce qu'on voyage en délégation et c'est pas lui qui s'est désigné comme chef de délégation, personne ne l'avait désigné comme chef de délégation, mais c'est nous, dans l'équipe, nous avons dit... Regardez sa statue, de son profil. Voilà. Et les autres, je prends... il y avait un secret. À côté de lui, il y a son collègue Olivier Kingemoli. Il y a d'ailleurs dans le livre et Yvan Bounou qui est à Cameroun Tribune. Donc j'étais un peu le cadet, le petit poussin. C'est moi qui aidais. Voilà, le tout jeune. Et d'ailleurs, il dit, vous ne boudiez pas apporter quelquefois les sacs. Rappelez que c'est le petit déjeuner qui doit être pris dans quelques minutes. Voilà. Même si là-bas en Chine, on nous mettait sur le même piédestal. On nous considérait comme des journalistes camerounais. Qui sont venus là. Donc, on me laissait m'asseoir à côté de Yves. Bon, quand nous sommes ici au Cameroun, c'est qu'il m'a travaillé à la présidence. Et bon, quand vous arrivez même dans son bureau et tout. Ce sont les gens du bunker. Voilà, mais là-bas, tout le monde était... Mais c'est moi. Moi, je sais d'où je viens, avec qui je suis. J'essayais toujours d'être le petit frère qui fait les enregistrements en ligne pour les billets d'avion, qui aide à charger les bagages, à transporter et tout. Oui, peut-être que ce bon petit dont on a besoin à tout bout de chemin tend à disparaître, ce genre-là. On a un bon petit frère qui ne vous demande rien, qui rend service sans rien attendre en retour. Je crois... ça tend à disparaître, mais c'est aux grands frères aussi d'être sérieux parce qu'eux, ils ont été très très sérieux avec moi. Ils ont compris que c'était ma première en avion et ils n'ont pas voulu que ça soit un calvaire. Tout le monde a mis du sien pour que je me sente très très à l'aise, que je n'ai pas peur du vide et que tout se passe très bien. Un break et on revient. Royal FM
Get ready with MTN. The weekend super deals are here. Calls, data, SMS, digital services. With 200 francs only, everything you need for an unforgettable weekend is here. Dial *237# now. Jésus Pout, les sésames de la persévérance, chronique d'un passeport et d'un pont, un récit poétique. Alors, lorsque le jeune que vous êtes, et d'ailleurs vous rappelez du village où vous venez, lorsque vous décidez d'aller en Chine, dans quel état d'esprit on se retrouve lorsque pour la première fois, on va monter dans l'avion, Yves-Marc Modzo le dit, c'est tellement, est-ce qu'on a dit aux amis, parce qu'ici en Afrique, lorsqu'on voyage, on ne dit pas souvent, on annonce lorsqu'on est déjà arrivé. Dans quel état d'esprit on se trouve? On se trouve comme un petit enfant dans un magasin de bonbons. Il y en a beaucoup. Vous allez voyager pour la Chine. Et comme les préparatifs étaient très très difficiles pour moi, donc à un certain niveau, je me suis dit, est-ce que c'est même ma place? Est-ce que je vais vraiment voyager? Mais quand tout a été concrétisé, quand j'ai eu tous les papiers qu'il fallait, le carnet jaune et tout, les billets et tout, j'ai dit voilà, voici l'heure est venue pour que je voyage. Non, on ne dit pas tout de suite. On ne dit pas tout de suite. Il y avait les parents qui connaissaient que j'allais voyager. On ne dit pas tout de suite. Pourquoi? Moi, j'aurais dû même peut-être publier tout ça sur les réseaux sociaux, dire que bon, je voyage demain. Mais il y a les parents qui vous disent les mauvaises langues, il faut faire attention. Attention, c'est pas tout le monde. Ne croyez pas que c'est tout le monde qui soit content que vous voyagez. Et je poste la première photo 2 jours après être arrivé dans ma chambre d'hôtel à Changsha. Quand je suis déjà là, c'est là où moi je poste la photo pour dire que bon, on est en train de voyager. Oui, et dans ma tête, je dis, non, je mets même une légende. Je dis, même si les sorciers veulent faire quelque chose, vraiment, c'est le moment maintenant de me faire caler ici en Chine, que je ne rentre plus jamais. Donc on était content, mais on n'a pas très vite publié. On n'a pas très vite publié parce qu'on faisait toujours attention. Le mauvais œil, nous sommes les Africains. On ne sait jamais. Lorsqu'on arrive en Chine, qu'est-ce qui nous frappe tout de suite au premier regard, comparé au Cameroun qu'on abandonne et qu'on laisse, qu'on a vu et on a grandi? Qu'est-ce qui saute à l'œil? Il n'y a pas photo. Lorsqu'on arrive d'abord à l'aéroport d'Addis Abeba, on considère qu'il y a le Cameroun, il y a le reste du monde. Oui, c'est-à-dire quoi, que le Cameroun est le Cameroun? Oui, le Cameroun est le Cameroun. Justement, vous venez de très bien résumer cela. Le Cameroun est le Cameroun parce que on quitte de Simalène où il y avait à peine 2 avions sur le tarmac. On arrive à Addis Abeba, je vois près de 300 avions. Il y a des décollages, des atterrissages. À tout moment. Je me dis que nous sommes arrivés. On me dit, petit frère, calme-toi. Arrête même de parler depuis que tu es là. Calme. Fais seulement les photos, reste tranquille. Sois patient. Oui, sois patient. Et lorsqu'on arrive à Bédine, malgré la fatigue, on n'est même plus fatigué. Parce qu'on fait près de 20 heures de vol pour arriver même à Changsha. Mais lorsqu'on arrive déjà à Bédine, on se dit, non, on a encore du chemin. Moi, je laisse même le côté industriel, le développement industriel. Je regarde juste le comportement des gens. Quand vous arrivez, j'ai lu quelque chose sur Facebook, il y a quelqu'un qui a dit, la première chose que vous faites quand vous arrivez au Cameroun, c'est que vous allez uriner partout. Oui. Là-bas, c'est pas ça. Moi, j'ai pas vu quelqu'un qui va uriner partout. Moi, j'ai pas vu, c'est une... c'est plutôt bien organisé. Oui, Bédine mégapole où il y a vraiment les motos là et tout. Mais il n'y a pas les bruits, les klaxons que vous allez entendre là maintenant. Non, on ne crie pas, on ne fait pas. Pourtant, c'est bruyant. Il y a même trop de monde ici à Yaoundé et tout. Mais tout est arrangé comme un champ de piquet, comme je l'ai dit là dans l'ouvrage. Tout le monde est discipliné. On vous accueille avec respect et tout. Tout est bien. Et là où vous dites, on a encore du chemin. Une culture qu'il faudrait qu'on copie. Forcément. La discipline, la rigueur dans tout. Oui, je ne sais pas si on sera capable même de dupliquer ça ici, ce modèle. Parce que, je vais vous dire, Jean-Jacques, lorsque vous arrivez au feu, que le feu soit rouge... Tout le monde respecte. Tout le monde respecte. On n'a pas besoin d'un policier. Non. Non, ici on regarde s'il y a une voiture qui vient en notre direction. S'il n'y a personne, eh bien... S'il n'y a personne, on démarre. Non, là-bas, c'est pas ça. Donc, c'est depuis le bas âge. On est comme ça. On est le respect des institutions, le respect de l'administration, le respect d'autrui, même quand vous arrivez à l'hôtel. C'est vrai que c'était aussi...
il y avait aussi des efforts diplomatiques à faire parce que ce sont quand même des touristes, des journalistes camerounais. Ils sont là. Bonne impression. Voilà, il faut qu'ils aient bonne impression. Donc à l'hôtel, je peux dire que peut-être tout a été fait pour bien arrangé. Voilà. Mais alors, en route, dans la rue, des personnes qu'on rencontrait. Alors, dans votre livre, vous dites, vous voyez la jeunesse. Vous voyez la jeunesse partout au niveau de l'emploi. L'emploi jeune est une réalité. C'est pas rien à voir avec ce que nous avons ici chez nous. J'en ai pas vieux. Il est en train de travailler aussi. Donc, on ne veut pas dire que c'est l'enfer. Mais comparé à la Chine, quand même, c'est nos guides qui nous ont accompagnés pendant ces jours. Je crois que la moyenne d'âge, moi je peux les appeler les petites filles, mais les dames, pas pour leur manquer de respect. Elles avaient moins de 25 ans. Moins de 25 ans? Oui, moins de 25 ans. Il y a vu les hôtesses dans l'avion qui étaient jeunes, qui étaient mes petits frères, mes petites sœurs. Les guides, chaque endroit qu'on visitait, vous voyez les jeunes au niveau de la police, vous voyez des jeunes. Les jeunes étaient partout. Des enfants, les jeunes, ils étaient partout. Ils étaient partout. Peut-être ce n'était pas des hommes aux cheveux blancs ou des femmes aux cheveux blancs à chaque coin de rue, à chaque coin de la rue. Non, j'ai vu la jeunesse partout et à des postes de responsabilité. Attention, à des postes de responsabilité. Quand on est reçu par la délégation régionale du ministère des Affaires étrangères du Hunan, mais c'était des jeunes qui nous ont accueillis. C'était des jeunes qui nous ont dit, c'est la délégation camerounaise. Ok, ici dans le Hunan, ça se passe. Sauf que si chez nous au Cameroun, on va d'abord vous amener chez le gouverneur. Si vous êtes en région, sur le gouverneur. Si ici, sur le ministre et tout. Non, les jeunes ont une responsabilité, des postes de responsabilité. Ils savent gérer, ils savent faire. Ils ont ce petit truc-là que nous n'avons pas encore. Vous restez impressionné par l'architecture de la Chine, plutôt bien organisée, bien construit. Les routes vous marquent. Vous avez l'impression d'être entre deux mondes en réalité, entre le Cameroun et là-bas. Forcément, même si aujourd'hui dans le langage international, dans le langage international, on nous appelle le Sud global, mais nous associer quand même à la Chine pour dire que nous sommes le Sud global, c'est un peu injurieux. Ça pose problème. Oui, ça me pose un véritable problème. Nous sommes arrivés dans la cité intelligente de Zombion, où vous dit qu'on fabrique les machines, où vous voyez les robots tout faire. Les robots tout faire. Une excavatrice, chaque après 6 minutes, on a vu le plus grand camion du monde, tout, 3200 tonnes et tout. Tout est gigantesque. Oui. Ils n'ont pas de limite. Ce pont qui est par exemple le symbole du pont d'Adiaï, vous voyez un monstre en acier suspendu entre deux flancs. Vous vous dites comment l'humain a fait pour dompter la nature à ce niveau. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé votre expression, c'est un environnement du tout est possible. Tout est possible. Tout est possible en Chine. Et quand on se dit, mais c'est depuis quand même que le Cameroun a des relations diplomatiques avec la Chine. Pourquoi on ne pousse même pas ça plus loin, pour qu'on essaye un peu d'avoir un certain niveau? C'est vrai qu'on a des autoroutes aussi, on a des belles routes et tout. Mais si vous prenez par exemple l'autoroute qui mène chez moi, Douala Yaoundé, qui est devenue Yaoundé qui s'arrête quelque part quand même. Nous avons tout détruit. C'est-à-dire les garde-fous et tout, si vous faites les lampes et autres. On a tout détruit, tout est à terre. C'est quoi le problème? C'est la culture, c'est la mentalité? On n'est pas prêt à pour ce type d'infrastructure? Peut-être que la mentalité est rétrograde. Peut-être il nous faut encore beaucoup plus que ça. Il faut rester dans les nids de Il ne nous faut même pas la répression. Je ne sais même pas si c'est la répression qu'il nous faut. Il ne faut même pas le déluge. On ne peut pas tuer tout le monde et refaire un autre Cameroun. C'est une hypothèse inenvisageable. Mais peut-être, ça commence peut-être par la maison. L'éducation à la maison, l'éducation parentale, pour dire il faut respecter la chose publique. Il faut respecter la chose publique. Même comme on est en route, on peut rouler n'importe comment. Non, ne gâtez pas ce qui nous appartient à nous tous. Parce qu'en Chine, moi, j'ai pas vu ça. Bien évidemment, il y a aussi des accidents et tout. On essaie d'arranger et tout. Mais c'est bien différent quand même. C'est très, très différent. Alors, lorsque vous êtes rentré, votre vision certainement du monde a changé? Oui. La première chose qui a changé, je le dis à petite portion, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, il faut savoir toujours dire merci à tous ceux qui vous ont fait du bien. Mais il y a quelque chose aussi qu'on a gommé. Nous tous qui sommes rentrés, nous quatre, nous étions les 4 mousquetaires, vous n'allez plus m'entendre dire c'est du chinois pour dénigrer. Non.
pour parler avec Que c'est dédain des que fausses c'est du pénis ou... Non, oui. quand vous arrivez en Chine, vous voyez ce qui est fabriqué en Chine, ce qui est fait en Chine, et vous revenez, quelqu'un vous parle de la Chine, vous dites que vous portez le Shinto, quand vous dites que vous portez quelque chose de peu de valeur, dites-lui que vous n'avez pas encore voyagé. Vous n'avez pas encore voyagé. Parce que les plus grands partenaires de la Chine même sont les États-Unis. Et on ne peut pas envoyer le faux là-bas. Quand vous voyez ce qui se passe sur place, vous comprenez que la Chine a quand même un certain niveau. Donc, on gomme d'abord certains a priori, certains préjugés. On dit non. S'il y a des choses qui coûtent, les marques chinoises qui coûtent ici à 100 francs, c'est parce que la Chine prend en considération les petites bourses. Les petites bourses. Oui. Il essaie de tout tropicaliser. Parce que quand vous arrivez quand même chez eux, vous voyez un certain standing. Vous dites non, c'est du lourd. Oui. C'est vrai que même les produits qui sont envoyés ici, il y a produits et produits. Voilà. Et lorsque vous regardez certains téléphones, certaines marques de téléphones, vous comprenez parfois que c'est vraiment selon les bourses. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on a gardé d'autre? Parce que dans le livre, quand même, on a cet amour avec la fille, la petite portion. Elle revient, c'est vraiment un discours qu'on tient pour elle. Oui. C'est vraiment un cahier de voyage qu'on tient pour elle. Quelle est la relation que vous avez aujourd'hui avec votre fille? Elle a à peu près quel âge, si c'est pas indiscret? Elle a 3 ans. Elle a eu 3 ans il y a un mois, oui. Donc, elle a pris le livre, elle a souri, mais elle ne sait même pas encore ce qu'il y a dedans. Elle grandira et lira. Oui. Au niveau de la couverture, je la laisse de dos. Oui. Déjà par pudeur. Je ne veux pas l'exposer, je ne veux pas laisser son visage. Ah, c'est elle? Oui. Bon, d'accord. Dans la représentation. Oui. Dans la représentation. Voilà, on sait que ces petites portions. Et elle est seule devant l'immensité de son destin et la hauteur de ses rêves. Je pouvais me mettre entre elle et moi, mais j'ai décidé non, je vais jouer mon rôle de parent. Je ne vais pas me mettre, je ne vais pas lui faire écran. Me mettre entre elle par exemple et le pont qu'elle voit de loin, c'est faire écran. Il faut qu'elle-même, elle voit l'immensité du destin qui l'attend, qu'elle regarde elle-même l'avenir, elle saura en juger. Et là-dedans, il y a une phrase très importante. Je n'ai pas décroché la lune, je l'ai laissée là-haut pour toi. Si j'avais décroché la lune, c'est beau ça. Oui, si j'avais décroché la lune à petite portion, elle aurait compris que la vie serait un long fleuve tranquille. Tout était paisible, on mangeait, on buvait, on dormait, un peu comme entre guillemets la vie du poulet. Non, petite portion, rien n'est facile. Moi, j'ai frayé un chemin, j'ai créé un chemin, j'ai ouvert la voie, j'ai même fait mieux, j'ai construit un pont pour l'aider à se rapprocher de son destin. Oui, voilà. Entre l'obtention d'un passeport sous la pluie et un premier voyage en Chine, un père raconte à sa fille comment il a appris à voler. Et on aime bien votre voyage, ce que vous avez comme impression lorsque vous êtes dans l'avion, vous passez votre première nuit entre X et Y. C'est une façon, je vais dire, assez journalistique et même poétique de raconter les choses. C'est-à-dire que chaque micro-événement peut être un gros événement lorsque on décide de prendre sa plume. Oui, tout à fait. Et j'écris même ma petite portion parce que si j'avais écrit à quelqu'un d'autre, vous savez, vous allez raconter votre voyage à quelqu'un d'autre, il va vous dire, est-ce que vous êtes le seul à aller en Chine? Arrêtez-nous avec vos histoires là et tout. Qu'est-ce qu'il y a à nous rabattre les oreilles chaque fois avec cette histoire? J'ai voulu raconter mon aventure à quelqu'un qui ne va pas me juger. Oui. J'ai voulu raconter mon aventure pour qui ces petites phrases que j'ai essayé de coucher sur du papier auront un effet boomerang. Oui. Elle va dire, papa, waouh, vous avez fait ça? Alors, ils sont très nombreux en ce moment à vouloir partir du Cameroun. Quel est le conseil que vous leur donnez? Faut-il d'abord partir, voir au moins comment ça se passe ailleurs avant de revenir? Parce qu'il faut toujours revenir. Ou alors, c'est pas nécessaire d'y aller. Il y a tout ici. Faut rester. Déjà, avant de partir, apprenez l'anglais. Alors, très important. Très important. Déjà, avant même, voilà, il faut d'abord apprendre l'anglais. Mon livre n'est pas une invite à voyager. C'est pas pour voyager. C'est pas non plus même si c'est un voyage. Hein. Oui, c'est pas non plus une injonction à rester sur place. Non. Mon livre, c'est quel que soit ce que vous faites, soyez persévérant. Ne laissez jamais personne, quoi que ce soit, vous décourager. Soyez jusqu'au boutiste. Et mon livre vous amène toujours à dire merci. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, a offert quelque chose, vous a raconté une histoire, dites toujours merci. Soyez reconnaissant. Et j'insiste là-dessus, Jean-Jacques. Apprenez l'anglais. Ça va vous sauver la vie partout.
Alex, c'est vraiment la langue du business. Oui, c'est la langue du business. Voyage, c'est la langue de l'extérieur. Oui, parce que je me dis, si la vieille maman, bon, pas vieille, la maman qui a l'âge de ma mère, visiblement, qui m'a abordé à l'aéroport d'Addis Abeba en train de pleurer parce qu'elle a raté son vol. Elle a raté son vol, elle ne comprenait pas bien parce qu'elle m'a dit, mon fils, je ne comprends pas ce qu'on dit. Vous parlez français? Oui, maman, je viens du Congo, machin, je viens de rater mon vol. On me dit de revenir demain à 17h. Si elle avait une petite connaissance d'anglais, certainement on n'aurait pas raté son vol. Elle n'aurait pas eu ces problèmes-là. Pour Bombay et voilà, et toutes ces tracasseries. Et je peux faire qu'on se sépare avec ce mot savoir dire merci. Lorsqu'on vous rend un service, lorsque vous recevez, dire toujours merci. Les sésames de la persévérance, chronique d'un passeport et d'un pont, récit poétique. C'est un livre que moi je vous recommande personnellement. Peut-être un mot pour la route, Jésus Pout. Le choix de la couleur, c'est le bleu ciel. C'est-à-dire au-delà des turbulences. Parce que je ne savais pas que la littérature était aussi vaste, parce qu'il a fallu prendre quelques expressions en numérologie pour expliquer le 17. Il a fallu prendre un peu la psychologie de la couleur pour trouver la signification de la couleur bleue. C'est la ténacité, mais c'est surtout l'espoir. C'est-à-dire, après les moments de turbulence, comme on dit souvent, après la pluie, c'est le beau temps. Donc, c'est l'impression principale que j'ai voulu laisser. Ce livre. Allez, merci à toi et surtout bonne suite. Merci Jean-Jacques et merci de m'avoir invité. Je crois que je reviendrai. Très certainement.